Bien, je vous propose qu'on bascule peut-être sur le sujet plus social et qu'on puisse discuter avec Gisèle Biémouret, dont on sait que dans son mandat de parlementaire, elle s'est toujours intéressée de manière un peu prioritaire aux questions sociales. Gisèle, on voit bien les impacts actuels et à venir sur le social. Donc comment limiter les conséquences sociales de cette pandémie. On demandera aussi à quelques-uns de nos intervenants de nous donner les chiffres. On sera même à un moment donné en visio avec la MDS de Lille Jourdain qui nous dira ce qui se passe dans une MDS et qu'est-ce qu'il constate. Mais peut-être, Gisèle, un premier mot sur cet aspect social de la crise, quoi, hein, et des publics qui sont le plus touchés par cette... Aujourd'hui, merci d'abord, Monsieur le Président, de votre invitation, et je salue vraiment cette initiative qui permet aux Gersoises et aux Gersois d'avoir une information claire et transparente. Et je pense que dans la situation actuelle, c'est important pour à la fois informer et rassurer. Les publics, en ce moment, je pense qui sont le plus en difficulté, il y en a beaucoup bien sûr, entre ceux qui perdent leur emploi, mais ce sont les jeunes. Les jeunes de 18 à 25 ans, puisqu'ils sont hors de tout cadre pour percevoir les aides qu'il serait nécessaire pour traverser, pour certains, pour traverser cette période extrêmement difficile. Et moi, à ce jour, je regrette que les initiatives comme celles portées par le département du Gers et mon groupe socialiste à l'Assemblée n'aient pu être mises en place justement avant cette crise, parce que ça aurait permis à beaucoup de nos jeunes de pouvoir la traverser peut-être avec moins de difficultés, puisque il semblerait, parce que c'est difficile, que 50% des 18-25 ans sont en dessous du seuil de pauvreté et souffrent extrêmement. Et après, évidemment, il va y avoir les conséquences du chômage et le basculement de toutes les personnes qui sont en intérim, qui ont de petits boulots et qui, ceux-là, du jour au lendemain, ont tout perdu et vont se retrouver bénéficiaires du RSA. Je pense qu'il y a une augmentation importante. Je ne sais pas encore dans le département du Gers, mais le Secours catholique a annoncé 10% au niveau national de plus de bénéficiaires du RSA. Et puis, sur les 100 milliards du plan de relance, 0,08% sont consacrés à l'aide aux plus démunis. Donc, voilà, il y a du travail, et ce travail, je sais qu'il est accompli au plus près justement par le département, en particulier le nôtre et les autres départements. Merci Gisèle. Peut-être Yannick Bompard pourrait relayer, je partage ce qui a été dit sur les jeunes. Je crois que il y a une mission d'enquête d'ailleurs au Parlement que mène Marie-Georges Buffet, je crois, sur la jeunesse, qui rend ses conclusions aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui elle le rend. Et qui montre à quel point les jeunes vont être des victimes très très fortes au plan social de cette crise. Il y a non seulement ceux qui effectivement étudiants sont maintenant éloignés de l'éducation présentielle, qui crée quand même un vide considérable, ceux qui finançaient leurs études en faisant des petits boulots qui n'existent plus aujourd'hui et qu'ils ne peuvent avoir, et qui sont dépourvus parce qu'il n'y a pas lorsqu'on a moins de 26 ans de rémunération de type RSA ou de type revenu universel comme nous voudrions le faire, revenu de base. Là, il y a une vraie difficulté, et ça va accroître des fractures entre des jeunes qui ont des familles qui peuvent subvenir à leurs besoins ou qui peuvent les accueillir, et puis ceux qui sont seuls à vivre dans une chambre d'un crous ou ailleurs en se demandant comment les choses vont se terminer. Yannick Bompard, directeur de la solidarité. Oui, sur peut-être quelques éléments chiffrés. Alors, on a fait un comparatif de septembre 2019 à septembre 2020 sur le nombre de bénéficiaires RSA. On est à 422 bénéficiaires en plus. On estime qu'à la fin de l'année, on sera à peu près à 450 bénéficiaires en plus, et avec une hausse légèrement supérieure à la moyenne nationale autour de 11%.
avec un effet évidemment, puisque sur le budget 2020, on a rajouté environ 1,2 million d'euros sur le RSA. Et que, bien sûr, ça sera aussi une des dynamiques fortes en 2021. Concernant le public jeune, effectivement, mais c'est la grande faiblesse du RSA, c'est qu'il exclut les jeunes de moins de 26 ans, sauf s'ils sont parents sauf s'ils sont parents. Et c'était bien tout l'intérêt du revenu universel, effectivement, de pouvoir les accompagner. Alors, l'accompagnement, il se fait, ces publics-là, ils sont suivis généralement par la mission locale. Donc, il faut rappeler tout le dispositif de la mission locale d'accompagnement qui est financé largement par le conseil départemental, notamment, par l'État aussi et la région ensuite. Signaler aussi que donc dans les MDS et auprès de JAS Solidaire, il y a les soutiens matériels, mais aussi du soutien moral qui peut être apporté aussi à ces publics jeunes. Vous avez raison, madame. Yannick, justement, pardon, on a une question de Cathy sur le live Facebook qui dit: est-ce que vous avez un bilan chiffré sur l'impact psychologique, social, économique dans le GA? Est-ce qu'il est plus notable chez les entrepreneurs? Est-ce que on a des choses, est-ce que notre numéro vert, qu'il soit social ou Covid, nous amène à avoir une recrudescence d'appels pour du soutien psychologique? Alors, sur le numéro vert Covid, on a eu une trentaine d'appels qui correspondaient plus à des questions vraiment d'ordre sanitaire. Pour JAS Solidaire, peut-être qu'il y a plus, mais je les laisserai répondre plus, une sollicitation sur le volet psychologique. Par contre, mes collègues pourront effectivement, que ce soit à la direction enfance famille, Madame Portail, ou à la MDS de Lille Jourdain, dire un peu quel est l'état d'esprit sur le terrain. Les personnes qu'on accompagne, elles viennent avec une problématique sociale, mais en fait, derrière, il y a toujours aussi une angoisse, une fragilité qui s'installe aussi face à l'adversité. Peut-être mes collègues peuvent témoigner. Peut-être on peut demander à Abdelatif Benjedour, qui est un peu le responsable du numéro vert social. Est-ce qu'il y a un surcroît de demandes, ou est-ce qu'on est dans quelque chose qui reste encore classique? Est-ce qu'il y a des particularités à signaler? Oui, bonjour tout le monde. Donc, je représente René Ortega qui n'a pas pu se rendre disponible. Alors, pour JAS Solidaire et notamment pour le numéro vert social, on a une petite augmentation des appels pour les personnes qui sont un peu, alors je ne sais pas comment on pourrait le nommer, ouais, de lassitude par rapport à cette période de crise. Les gens en ont un peu marre. C'est vrai que une petite écoute, alors pas psychologique parce qu'on n'a pas les compétences pour, mais on essaye de faire en sorte de rassurer, d'écouter avec bienveillance et empathie les personnes qui nous sollicitent. Donc, ouais, une augmentation de 15% à peu près au niveau de ces situations-là. On se fait le relais aussi avec la préfecture sur les personnes qui sont confinées parce qu'ils sont cas contact ou positifs au Covid. Donc, du coup, on fait un relais avec la cellule d'appui départementale de la Croix-Rouge pour organiser éventuellement des courses à faire, aller chercher l'arrêt de travail parce que la personne ne peut pas sortir. Voilà, ce type de relais est fait. Et après, en termes on va dire, sur la demande d'aide alimentaire, au niveau des stocks, on a une augmentation de 30%, remarquée par la Banque alimentaire et nos collègues des associations caritatives. La cellule d'appui est toujours dans nos locaux, en JAS Solidaire, donc on se fait le relais des demandes d'aide alimentaire. Et ensuite, après, on participe aussi au bus des tests Covid. C'est plutôt intéressant parce que voilà, on va au plus près des personnes qui sont un peu éloignées des centres de dépistage. Donc c'est plutôt positif. Mais globalement, ouais, une petite augmentation au niveau de l'écoute sur ces personnes-là qui sont un peu fatiguées de cette crise et qui voudraient un peu voir un peu le bout du tunnel, mais ce qui n'est pas évident. Donc on pratique une écoute attentive. Voilà ce que je pouvais dire par rapport au numéro social. Et JAS Solidaire, pardon. Sur le plan alimentaire, je vais passer la parole à Charlotte Bouet, mais sur le plan alimentaire, je sais que hier, il y a eu encore une nouvelle opération de livraison de denrées par la région Occitanie. C'est la décision de Carole Delgado d'abonder avec des produits locaux les banques alimentaires, au-delà de la grande collecte qu'on a eue sur le week-end du 27-28 novembre, de faire à nouveau, et c'était la dernière de l'année avec à la fois
un apport de denrées, de nourriture pour ceux qui sont les plus seuls. Un petit mot de Charlotte Bouet, puis ensuite on va rejoindre l'île Jourdain et la directrice de la MDS de l'île Jourdain pour voir un peu concrètement sur le terrain comment c'est ressenti. Mais Charlotte? Oui, par rapport aux détresses psychologiques, hier, les infirmières à domicile nous alertaient sur justement une augmentation des hospitalisations en psychiatrie, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient complètement déprimées, qui avaient besoin d'être rassurées en permanence, qui se surmédicalisaient. Donc, elles alertaient par rapport à ça. D'accord. Alors, on rejoint Gaël Ogel, qui est à la MDS de l'île Jourdain. Comment ça se traduit avec comment ça se traduit concrètement dans une MDS, cette espèce de crise sociale? Est-ce qu'elle est ressentie? Est-ce qu'il y a une demande supplémentaire? Est-ce qu'il y a, voilà, quels sont votre témoignage? Oui, Monsieur le Président, bonjour. Donc effectivement, il y a le constat d'un impact sur le travail. D'abord parce que le travail social a été réorganisé dans les MDS avec un télétravail partiel des assistantes sociales. Donc voilà, un télétravail qui est partiel. Donc les gens sont quand même également présents sur site pour faire de l'accueil, mais sur une partie du temps ne travaillent que par le biais du téléphone. Donc c'est pas optimal en termes d'accompagnement social. Ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas de diminution de la demande sociale. Donc on a une demande qui continue d'être très forte. Tout en on est obligé d'espacer un petit peu l'accueil physique des agents, des usagers. Donc du coup, ça crée effectivement un effet d'accroissement des délais de prise de rendez-vous. Mais on constate effectivement dans toutes les MDS des demandes qui sont toujours très présentes et toujours assez importantes. Gaël, je pense que tu peux le confirmer. Effectivement, sur la situation des publics, on a des constats qui rejoignent ceux qui ont été faits tout à l'heure. Oui, bonjour Monsieur le Président, bonjour Madame Bienmouré. Donc je suis responsable de la MDS de l'île Jourdain. Donc j'ai pris témoignage auprès des travailleurs sociaux pour essayer de vous donner à voir un peu la situation sur ce secteur de l'île Jourdain. Donc effectivement, il y a un premier point, je pense, qui est à soulever, c'est la question du nombre de bénéficiaires RSA. Donc j'ai demandé à voir les chiffres entre décembre de l'année dernière et décembre de cette année. On constate uniquement sur la MDS de l'île Jourdain une augmentation de 70 bénéficiaires RSA, qui est relativement important si on prend le nombre de bénéficiaires RSA sur le plan global qu'a pu signaler M. Bompard tout à l'heure. Ça représente une partie assez importante. Ensuite, le deuxième point, c'est les nouvelles situations. Alors, on constate, c'est depuis septembre-octobre, après l'été, on constate de nouvelles situations, des personnes qu'on ne voyait pas au service jusqu'à présent. Alors, on n'a pas de comptage, effectivement, mais par contre, on a des profils. Alors, on a des personnes qui travaillent en chômage partiel, mais qui ont vu une baisse de leurs ressources significative et du coup sont en difficulté pour payer leurs charges mensuelles. On a également des personnes qui sont victimes d'une perte d'emploi aujourd'hui, donc liée à la crise Covid, effectivement. On a des personnes qui se retrouvent avec un contrat qui n'est pas renouvelé, donc en difficulté pour pouvoir ensuite, s'ils avaient un train de vie correct, payer l'ensemble des charges de leur quotidien. Sur les personnes qui sont en statut d'auto-entrepreneur, on a vu quelques situations d'activité qui s'est largement fragilisée avec la crise Covid, qui a nécessité qu'ils puissent rencontrer une assistante sociale. Dans les secteurs qui sont pour nous aujourd'hui le plus touchés, c'est les secteurs de l'intérim, mais notamment dans le domaine de la restauration, forcément de l'hôtellerie, à la marge l'aéronautique, mais j'ai une assistante sociale hier qui m'a dit qu'elle avait eu au téléphone une personne qui, dans le secteur de l'aéronautique, s'était vue donc diminuer son temps de travail, tout simplement, donc chômage partiel, donc avec un train de vie très correct,
qui s'est retrouvé à une diminution de 800 €. Donc, venir au service pour demander une aide pour payer des factures d'énergie. Donc, des situations qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Ensuite, sur les profils, ou du moins comment sont les gens, il est constaté que ce deuxième confinement crée chez les personnes de l'angoisse. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Voilà. Sur le premier confinement, à la limite, les gens étaient plutôt dans la tendance bon, on vit tous ça, on ne connaît pas, on fait avec. Là, aujourd'hui, il y a une lassitude, comme avait pu le dire M. Benjedour, un sentiment de lassitude, de l'angoisse, de la fatigue. Et du coup, bien qu'il y ait sur le secteur, au niveau de l'insertion, parce que la MDS de l'Isle-Jourdain, on a un secteur économiquement important, intéressant, il y a de l'emploi dynamique. On a des offres de formation également qui sont maintenues sous une autre forme, peut-être avec de la visio, mais on constate qu'il peut y avoir des difficultés pour se mobiliser davantage dans ce contexte et aller vers une dynamique d'emploi. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire sur en tout cas les constats qu'on a sur la MDS de l'Isle-Jourdain. Mais il faut qu'on travaille une dynamique de comptage, peut-être avoir davantage de chiffres pour être un peu plus précis. Mais merci déjà pour ça, parce que franchement, ça donne une photographie qu'on n'avait pas forcément. En tout cas, moi, je le dis ici, je ne l'avais pas. Et donc, bravo pour ce travail de regarder. Ce que je voulais dire, je le sens un peu en filigrane de ce que vous dites, Gaël Eugène, mais est-ce que vous avez constaté qu'il y a des publics nouveaux par rapport à ce qui se passe, ce qui traditionnellement les gens qui viennent nous voir. Là, est-ce que la crise, elle fait que des personnes nouvelles, de la même manière que parfois il y a des personnes nouvelles qui vont au Resto du Cœur ou à la Banque Alimentaire qui n'y allaient pas, est-ce que là, en demande sociale, il y a des profils un peu nouveaux qui expliquent l'augmentation de 70 personnes à la MDS de l'Isle-Jourdain? Alors, les 70 personnes, c'est parmi les bénéficiaires du RSA. Par contre, dans les personnes nouvelles rencontrées par les assistantes sociales, ce ne sont pas forcément des bénéficiaires du RSA. C'est surtout des gens qui sont dans l'emploi ou l'ont été et ont perdu de l'emploi ou ont perdu des heures de travail et qui aujourd'hui les mettent en difficulté pour payer leurs charges, clairement payer leurs charges mensuelles. Donc on peut s'attendre, je pense, à des risques d'une crise sanitaire qui va toucher bon nombre de personnes si ça dure trop longtemps, effectivement. C'est très particulier parce qu'effectivement, ce sont des publics, les publics que mentionne Gaël, ce sont des publics qui ne peuvent pas non plus rentrer dans les dispositifs. C'est-à-dire que lorsqu'une personne passe de revenus de 1 800 à 1 000 €, voilà, elle n'arrive pas à assumer les charges de son foyer, mais pour autant, elle n'a pas accès aux dispositifs classiques de soutien que sont le dispositif RSA ou d'autres. Donc voilà, on a aussi cet enjeu-là de complexité. Oui, je rejoins ce que dit Monsieur Laporte. Je pense qu'on va être en difficulté sur les dispositifs classiques d'aide, en fait, pour les personnes nouvelles qu'on va rencontrer. Et on va être diminué sur les aides qu'on va pouvoir apporter, dans le sens où c'est des gens qui vont perdre, qui perdent des ressources, qui vont rebondir certainement, mais sous quel délai, mais qui vont être en difficulté momentanée pour payer un ensemble de charges parce que leur niveau de vie change, en fait, tout simplement. Et nos dispositifs d'aide aujourd'hui, ils sont critérisés. On essaye pour certaines personnes de demander des dérogations face au contexte de la situation sanitaire, mais est-ce que on va pouvoir utiliser nos dispositifs classiques? C'est à voir sur le moyen et long terme. C'est peut-être des questions entre guillemets technocratiques qu'on va mettre sur la table au premier trimestre en fonction de l'analyse qu'on va faire. Bon, après, on a des instruments sur l'énergie, on a le FSL, donc d'ailleurs, qui a été abordé d'ailleurs par EDF. Voilà, il y a toujours ce problème de contribution des communautés de communes, mais il faut quand même qu'on ait un moment de réflexion au premier trimestre sur les instruments d'intervention qui vont être dans cette ligne souple qu'on ne connaissait pas avant entre ces gens qui sont au-dessus du niveau RSA, mais qui vont avoir des points de charge courante. Donc c'est un travail qui va être mené par M. Yannick Bompard et Sylvain Laporte pour essayer d'avoir une analyse pour savoir si on a des niveaux d'intervention
et peut-être exceptionnellement en 2021, desserrer les critères, notamment d'attribution sur le FSL, sur le Fonds de solidarité, notamment un logement qui en fait traite les questions d'énergie et de fluide, et sur nos secours d'urgence aussi. Donc voilà, bon, ça va être un enjeu sur lequel on sera en mesure de proposer quelque chose à l'Assemblée, peut-être dès le DOB de février. Abdelatif Benjedou voulait rajouter un petit mot, puis ensuite je demanderai, oui. on a quelques maires, Abdelatif, on a quelques maires qui sont là. Je vois Michel Gabas, maire des Hauts, je vois Jérôme Samalin, Montaigut, il y a Philippe Dupouille qui pour le moment pratique la politique de la chaise vide, mais il va sûrement revenir. Et ce que je voudrais demander aux maires, c'est est-ce que eux, dans leur ville, ils sentent des gens qui viennent leur poser des questions en matière de survie sociale, en quelque sorte. Alors, Abdelatif d'abord, et puis ensuite j'ai laissé au maire la possibilité de réfléchir un petit peu à tout ça. Abdelatif. Oui, merci de me donner la priorité par rapport au maire. Monsieur le maire, veuillez m'excuser. Non, je voulais rajouter sur les jeunes de 18 à 24 ans. C'est vrai qu'il y a le gouvernement qui a fait un focus là-dessus. On a des appels dans ce sens-là où il y a des jeunes qui sont étudiants qui se retrouvent à faire de la formation à distance, et il y a pareil une certaine lassitude. Et on essaye de les raccrocher sur le dispositif des NIT, c'est ni en emploi, ni en formation, c'est ce qu'on appelle les invisibles. Donc là, il y a un consortium gersois constitué de la mission locale, AG2I, la Ligue de l'enseignement, Gare Service et nous-mêmes pour essayer de les repérer. Donc on essaye de les repérer au maximum. Mais la grosse difficulté, c'est que pour rentrer dans ce dispositif, il faut être ni en emploi, ni en formation, ni avec la garantie jeune, et c'est compliqué, ces jeunes-là, de pouvoir les inscrire. Donc on va essayer de les orienter avec la mission locale pour trouver une solution. Et pour la plupart des personnes qu'on a reçues par téléphone, il y a quand même une solidarité familiale derrière. Voilà. Ils ne sont pas forcément isolés. Voilà. Et je voulais rajouter, corroborer ce que disaient mes collègues de la LDS de Jourdain. Effectivement, on va avoir un public qui va arriver début janvier 2021 avec la difficulté, c'est de pouvoir faire des demandes pour ces personnes-là qui sortent. On prend les ressources N-1 la plupart du temps. Et la difficulté, c'est de pouvoir leur trouver des aides, notamment par rapport à la CAF, la MSA ou même avec la CPM sur les aides exceptionnelles. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Alors, Gisèle veut dire un mot, puis ensuite on... Après, pardon à Michel Gabas et au maire. Merci Gaël et merci Sylvain. Et en venant tout à l'heure ici à Auch, j'entendais sur France Info une étude qui a été faite par Que Choisir et qui disait justement que l'endettement à la consommation s'était extrêmement aggravé de plusieurs milliards. Et qu'en 2021, ça allait être très, très compliqué et ça correspond à ce que vous disiez, Gaël, concernant justement ces familles ou ces personnes qui ont des revenus corrects en temps normal, qui travaillent dans la restauration, qui travaillent dans l'événementiel, qui travaillent dans plein de choses qui aujourd'hui n'existent pour le moment plus, on peut dire quasiment, la culture, et toutes les petites entreprises, les petits commerces, et qui seront sûrement en 2021 en grande difficulté, effectivement. Merci. Michel Gabas, le maire des Hauts, quand il est pas dans sa pharmacie et qu'il discute avec ses concitoyens, est-ce qu'il sent des choses particulières? Est-ce qu'il a un témoignage sur les difficultés ressenties par les gens et une forme d'inquiétude dont on parle depuis ce matin? Vous m'entendez? Très bien. Très bien. Oui, Monsieur le Président, excusez-moi, je me suis connecté un peu tard justement parce que je faisais des tests antigéniques. Ce que je constate, c'est la fréquentation de la maison de service au public, la MSAP, qui est un peu le guichet unique dans ma commune, où on peut contacter la CPM, la CAF, la MSA, etc. Et on a une augmentation énorme de la fréquentation parce que justement, il y a un vrai besoin d'aide. Et la problématique, je trouve, pour les populations, et c'est pas forcément que les populations âgées, c'est la dématérialisation des démarches. La dématérialisation des démarches qui facilite et qui simplifie pour les services, évidemment tous les services, le traitement des dossiers, peut devenir un obstacle pour certaines populations. Et je vois en effet que
disons, la multitude de dispositifs qui sont mis à disposition des populations pour les aider justement à traverser en temps normal les difficultés, mais en temps de crise, il y en a encore plus. Bien, les gens ont du mal à se retrouver dans toutes les aides, même les commerces, les petits commerçants, le citoyen de base, les jeunes, enfin tout ça. Il y a plein de choses qu'on met en place. Et le problème, c'est comment être informé de tous ces dispositifs et comment faire les démarches. Et je vois au niveau de ma MSAP une augmentation très très importante de la fréquentation et justement de la demande d'aide. Alors au départ, moi, quand on avait créé ce service, on pensait qu'on toucherait surtout les populations âgées qui ne savent pas faire les démarches sur Internet, etc. Et en fait, on se rend compte qu'il y a aussi des jeunes qui communiquent par Instagram, qui communiquent par Snapchat et tous ces dispositifs-là, et qui parfois sont bloqués pour faire une démarche dématérialisée pour aller chercher un dispositif d'aide financière ou d'aide tout simplement technique. Donc ça je vois, ça s'est accru pendant la crise. Après, je veux dire, à l'échelle de ma commune, c'est un peu comme à l'échelle nationale. Il y a le manque de lisibilité pour les jeunes, qui soient diplômés ou pas, qui se demandent à quel moment ils vont arriver sur le marché de l'emploi, à quel moment ils vont avoir une vision un peu optimiste de l'entrée dans la vie active. Donc ça, c'est vrai que c'est très inquiétant. Et puis après, oui, les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, on travaille tous ensemble avec Gers Solidaire d'ailleurs pour aider. Là, ça explose. L'aide alimentaire, les paiements aussi énergie. Vous voyez, par exemple, ça aussi, pour payer les factures, ça devient compliqué. Donc on le vit à l'échelle d'une commune, et bien on le vit comme au niveau national, au niveau du département. On a exactement les mêmes problématiques à gérer. Alors évidemment, la commune étant le premier échelon de proximité. Merci Michel. Je rebondis juste sur un truc particulier qui est un débat qu'on a eu avant que vous arriviez, mais vous êtes en train de nous dire que vous veniez de faire des tests antigéniques. On se posait justement la question. Monsieur Blais avait le sentiment qu'il y avait parfois moins de demandes sur les tests antigéniques que les tests PCR, parce que les PCR semblent aux yeux des citoyens parfois plus complètement fiables que l'antigénique. Mais vous les pharmaciens, vous en avez, vous en faites, il y a une demande? Alors, la demande, elle est liée surtout à la réponse. Aujourd'hui, on voit bien que les personnes sont extrêmement pressées d'avoir une réponse rapide, et avec les tests antigéniques, on a une réponse dans l'heure qui suit. Et le problème, c'est que comme on a eu quand même une augmentation des cas Covid et des cas contacts, on a les centres, le centre médical et le laboratoire qui sont saturés au niveau des tests PCR. Donc c'est un plan B, disons, de faire un test antigénique. Aujourd'hui, en France, il y a 8000 pharmacies qui le font sur 23 000. C'est pas simple, hein, c'est vraiment pas simple. Nous, on a travaillé avec un cabinet d'infirmières. Les cabinets d'infirmières font le prélèvement, même fait du prélèvement à domicile. Mais on voit bien qu'il y a une augmentation des tests. Je suis pas certain que ce soit pertinent, parce que il faudrait se tester pratiquement toutes les semaines. Je suis pas sûr que ce soit pertinent aujourd'hui de tester aussi massivement la population, parce que si on teste, il faut savoir isoler derrière. Donc pour l'instant, ouais, ce qu'on fait pas quand même en France de manière comment dirais-je, assez autoritaire entre guillemets. Allemande. Ou sud-coréenne, voilà. Merci Michel. Jérôme Samalins, en tant que conseiller départemental, mais en tant que maire, qu'est-ce qui se passe avec la population Alors, si vous permettez, Président, ce sera plutôt une triple analyse que je ferai par rapport à ce qui a déjà été dit, puisque je rajouterai ma casquette de chef d'entreprise également à l'analyse que je vais faire. C'est que il me semble qu'actuellement, un peu à l'image d'un tremblement de terre, on est dans une phase où on ressent de nouvelles secousses, mais on anticipe une plus grosse qui va arriver derrière. Et
Ce que je veux dire par là, c'est que bon, d'abord, je partage ce qui a été dit sur les nouveaux publics, mais je pense qu'on va avoir une nouvelle vague de nouveaux publics. Parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de chefs d'entreprise qui, à l'heure actuelle, essayent de maintenir leur activité, qui malheureusement, on pense évidemment à tous ceux qui sont touchés actuellement, les cafetiers, etc. Mais il y a d'autres activités, des activités qui sont, enfin moi, la mienne, par exemple, en tant que consultant, aujourd'hui, elle est à l'arrêt depuis plusieurs mois. Donc, c'est-à-dire que il y a beaucoup de métiers intellectuels aujourd'hui qui sont dans une passe totalement, qui sont avec un électrocardiogramme plat. Et toutes ces activités-là, je pense qu'il y a de nouvelles et d'autres activités qui vont effectivement générer des cessations d'activité qui vont avec des salariés et des chefs d'entreprise qui vont se retrouver en fait face à des situations qu'ils n'ont jamais connues. Et on va se retrouver dans l'année 2021 avec encore de nouveaux publics qui seront dans des difficultés sociales. Et ça, effectivement, on commence à le sentir sur les territoires. Et je pense que ça va être une nouvelle vague qui va renforcer les difficultés sociales et la difficulté des services sociaux qu'on va, voilà, avec des publics qui ne sont pas du tout habitués à demander de l'aide sociale parce qu'ils n'ont jamais rencontré des périodes comme ça. Et je pense que c'est la difficulté, le challenge qui sera le nôtre en tant qu'élus demain, d'aider ces nouvelles populations-là qui seront totalement démunies face aux problèmes qu'ils rencontrent parce que c'est totalement nouveau dans une carrière. Ça sera totalement nouveau dans une carrière pour eux. Merci Jérôme de ce témoignage. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient témoigner? Philippe Dupouille, maire d'une petite commune rurale, est-ce qu'on ressent là aussi un impact social, une inquiétude, une demande, peut-être aussi des inquiétudes chez les chefs d'entreprise ou artisans? Oui, merci Monsieur le Président. Effectivement, moi je rejoins un petit peu les propos qu'a pu tenir Jérôme. Bien entendu, c'est les mêmes sujets qui reviennent. Je voulais aussi revenir et abonder dans le même sens que l'intervention de Michel Gabas sur la fréquentation des MSAP. Où effectivement, le public attendu, qui était, semble-t-il, un public peut-être un petit peu âgé et en difficulté avec les outils numériques, on se rend compte qu'effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui fréquentent ces lieux, contrairement à effectivement ce qu'on aurait pu penser. Après, voilà, plus généralement, bien évidemment, je crois ça a été dit, il y a un problème de lassitude par rapport à cette crise. Qui perdure avec des rebondissements, avec des changements de situation, de confinement, de déconfinement, de couvre-feu, où c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Il y a une adaptation à faire au quotidien. Les gens s'y plient avec résignation, je dirais, mais ça devient un petit peu compliqué. Donc, alors il y a plusieurs sentiments qui se mélangent, un sentiment d'attente du vaccin, mais toujours avec une certaine retenue malgré tout, parce qu'il y a toujours des incertitudes par rapport à la vaccination et les effets nuits. Donc voilà, c'est un mélange de sentiments très particulier. Et puis après, comme ça a été dit aussi, c'est toujours un petit peu la difficulté suivant les publics. Et j'ai eu encore hier matin une personne qui tient un bar qui, bien évidemment, subit de plein fouet le confinement et dans tous les cas l'interdiction d'ouverture de ces commerces, et qui me disait qu'il avait d'énormes difficultés, alors qu'a priori, selon son comptable, selon tous les experts auxquels il a pu s'adresser, doit et peut bénéficier des aides qui sont prévues par l'État, a des difficultés énormes lorsqu'il s'adresse notamment au service des impôts pour avoir et des réponses et aussi un accompagnement. Et il me disait se retrouver dans une situation particulièrement compliquée
financièrement. Et donc, je l'ai dirigé vers le numéro ouvert Covid parce que justement, je pense que c'est effectivement une porte d'entrée qui peut permettre d'accompagner et peut-être d'arriver à résoudre un certain nombre de difficultés. Donc, je dirais heureusement que le département, mais pas que, mais notamment le département, prend des initiatives pour aider les gens parce qu'ils ont à la fois besoin d'être rassurés par les tests, par tout un tas de choses qui peuvent les rassurer, mais ils ont aussi besoin d'aide et pas forcément que des publics auxquels on pense en premier. Voilà, Président, le ressenti un petit peu d'un maire rural également. Merci Philippe. Comme je vous l'ai dit, on va avoir un CDAV un tout petit peu plus réduit qu'habituellement parce que je vais d'ailleurs redire cela. Nous continuons notre campagne dans les territoires les plus, on va dire, reculés. C'est pas péjoratif dans ma bouche, d'autant que pour les faire, je constate à quel point ce sont des beaux endroits et des endroits magnifiques où il faut aller. Et donc là, je vais me rendre à Termes-d'Armagnac, nous serons à 13h30 et ensuite à Bernède, nous serons à 15h30. Je donne les dates, j'ai l'impression d'être la seule troupe culturelle à pouvoir fonctionner encore. Mais toutes les autres... Le président France Inter avait un reportage ce matin sur France ils l'ont fait ce matin. Et ils ont annoncé justement le déplacement aujourd'hui. D'accord, bah oui, parce que France Inter et France Info sont venus hier à Tournecourt. C'est vrai que j'ai entendu. Et donc ils ont fait un reportage sur notre test road trip. Un côté de pardon un peu, c'est un côté très de pardon, mais très agréable. Franchement, je remercie à travers les maires qui sont là, tous les maires, de mettre à disposition des locaux. Il y a un travail formidable fait par les maires. Je suis content d'avoir le maire des Hausses, le maire de Tougep, le maire de Montaigu, le maire de Pavie avec M. Blais aussi, parce que franchement, les maires font un boulot extraordinaire et ça permet d'établir ce contact dont parlait Philippe Dupouille, dont le besoin de dialogue, de rassurance, il passe aussi par les maires qui effectivement sont au contact avec leur population, appellent les gens qui sont isolés, ne les laissent pas isolés. Donc effectivement, 16 décembre, aujourd'hui Termes-d'Armagnac et Bernède. Demain, jeudi 17 décembre, nous serons à la salle des fêtes, on dirait le jeu des 1000 €, à la salle des fêtes de Mont-Laur-Bernay à 9h du matin et jusqu'à 10h30, puis à la salle des fêtes de Baie-des-Champs de 11h30 à 13h. Le 21 décembre, lundi, nous serons à L'Isle-Arnay de 13h30 à 15h et à Blanquefort de 15h30 à 17h. Le 22 décembre, nous serons à Ardizas de 9h à 10h30 et à la salle des fêtes de Saint-Gemme de 11h à 12h30. Puis nous terminerons le 23 décembre, dernier jour, parce que pour qu'on ait les résultats du laboratoire le lendemain, le 24, on ne peut pas aller au-delà. Le 23 décembre, charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous serons dans le canton du président qui fut pendant si longtemps le canton de Gisèle Biémouret, puisque nous serons à la salle des fêtes de Castelnau-sur-Lovignon, chez Maurice Boison, à 9h du matin, et enfin à la salle des fêtes de Saint-Puy, de 11h à 12h30. Je donne ces dates, je donne ces lieux parce qu'en réalité, ce n'est pas uniquement les gens de ces villages qui peuvent venir se féliciter, mais alentour, dans un rayon de 10 à 20 km. Voilà, je voudrais vous remercier. On ne fera pas de CDAV la semaine prochaine. On va dire d'abord vraiment un grand merci à tous ceux qui participent à ce conseil. Je pense qu'on on y réfléchira avec le temps. Je pense que moi, j'aurai vocation à ce que cette instance, même si elle s'est réunie, j'espère qu'elle n'aura pas à se réunir aussi régulièrement sur une crise sanitaire, mais elle montre aussi qu'on pourrait avoir une fois par mois un débat dans lequel, avec des citoyens, avec des experts, on mettrait en jeu un thème qui permettrait de le faire. Souvent, on cherche quelle est la bonne solution pour pouvoir avoir nos réunions d'élus, mais aussi d'avoir ce dialogue avec des gens extérieurs. Je trouve que là, on a créé au fond un outil qui peut être parfaitement utile. Donc, pas la semaine prochaine. D'ici là, vous vous protégez,
enfin, vous appliquez tout ce qu'on demande d'appliquer aux gens quand on est dans ce conseil. Et on aura un prochain CDAV le mercredi 6 janvier. On va se souhaiter la bonne année avec beaucoup de précautions. Et j'avais peut-être l'intention, je le dis tout de suite ici, peut-être de faire une thématique sur justement le rôle des élus et le rôle des maires, en invitant les deux associations des maires de Michel Baylac et désormais de Cyril Cotona qui préside l'association des maires ruraux. Donc on leur demandera de venir. J'avais peut-être, c'est un peu normal, envie de demander, il ne le sait pas encore, donc il faudra que je lui dise, demander peut-être au sénateur Franck Montaugé de venir être l'invité, puisque le Sénat a une forme de relation particulière avec les collectivités, et ça nous permettra de dire quels sont les rôles que jouent les uns et les autres en ce début d'année. Voilà, merci infiniment à tous. Je ne voudrais pas qu'il y ait une dernière question rentrée de quelqu'un, donc je regarde ma mosaïque, je ne vois pas de bras se lever. Merci, Dr Lacroix, bon courage à vos équipes. Remercier tous ceux qui travaillent dans vos labos de notre part, parce qu'ils font un travail considérable. Donc, merci à eux. C'est un travail génial. Merci, colonel Ferrès, aussi aux sapeurs-pompiers. Franchement, là, on est content. Et encore merci à Sylvain Laporte et Gaël Eugel pour leur témoignage qui a été vraiment un moment très important de notre CDAV. Très bonne journée à vous et à très bientôt, et portez-vous bien d'ici là.